Nous allons dans ce tuto continuer notre étude de la librairie JDBC. Pour rappel, cette librairie, donc Java Database Connectivity, permet de connecter un programme Java à une base de données relationnelle. Dans les tutos précédents, nous avions étudié la notion de driver, de connexion, de statement et de result set. Nous allons maintenant nous focaliser plus précisément sur cette notion de result set et voir toutes les fonctionnalités qui vous sont offertes par ce concept. Alors, pour présenter les choses, j'ai préparé une petite diapositive qui vous explique comment on pourrait voir, d'une certaine manière, le result set. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que c'est géré en mémoire, étant donné que si sur une table vous avez un grand nombre d'enregistrements, pourquoi pas 1 million d'enregistrements, on ne va pas tout rapatrier en mémoire dans le programme Java d'un coup, sinon vous risquez de planter l'application. Donc il va y avoir un système de pagination. Donc effectivement, tous les enregistrements ne seront pas tous montés au même moment. Ils vont être chargés les uns après les autres, par page, par bloc. Quoi qu'il en soit, dans votre tête, vous allez voir le result set comme étant un ensemble séquentiel de résultats. Chaque case ici correspondra à une ligne dans votre base de données. Regardez, je reprends la base de données sur laquelle nous avons travaillé dans les tutos précédents. Nous avions ici, effectivement, 5 enregistrements dans la table. C'est la table des users. Pour chaque enregistrement, nous avons 4 colonnes, un ID user, un login, un password et un connection number. Si je fais un select étoile from cette table et que je le ramène dans un result set Java, normalement je devrais avoir ici 5 cellules pour chacun de mes enregistrements. Dans chacune des cellules, je devrais retrouver 4 champs correspondant à mes 4 colonnes. Alors notez qu'un result set a 2 cases supplémentaires, si vous voulez, 2 taquets, ce que j'ai appelé ici le taquet de début et le taquet de fin. Ce sont des bornes. Ces bornes ne contiennent pas de données, donc attention à ne pas essayer de les manipuler, sans quoi une exception vous sera retournée. Et ce qui se passe, c'est qu'au démarrage, on a un curseur. Le curseur, ici, je l'ai symbolisé par cette petite flèche, et donc c'est un élément qui va vous permettre de choisir l'enregistrement sur lequel on veut se positionner. Par défaut, on est sur le taquet de début, donc il faudra penser à faire un premier next, c'est une méthode, et cette méthode permet de déplacer le curseur sur l'enregistrement suivant. Il existe d'autres méthodes. On a next, mais on a aussi first, last, previous et next. Ces 4 méthodes renvoient systématiquement un booléen. La valeur false signifiera que vous êtes arrivé sur un des taquets, taquet de début ou taquet de fin, et donc on a fini de traiter le result set. Au contraire, une valeur true vous garantira que vous avez bien un enregistrement qui est stocké au niveau de votre result set. Très bien. Du coup, j'ai préparé aussi un petit exemple. Donc ça reprend ce qu'on avait pu voir sur les exemples précédents. J'ai repris exactement la même approche. Nous chargeons un fichier de propriété. Dans ce fichier de propriété, j'y ai fourni les informations de connexion à la base de données. Pour de plus amples informations sur ce sujet, je vous renvoie sur les tutos précédents. J'ai chargé les informations à partir de ce fichier de propriété et donc j'ai établi une connexion à la base. Encore une fois, j'ai utilisé un try with resources qui me permet de garantir qu'en sortie de mon try, ma connexion sera automatiquement fermée. Très bien. Ensuite, j'ai préparé l'ordre que je cherche à exécuter. Donc c'est un select étoile from t users. Alors notez que je ne vais pas y injecter de valeur de paramètres. Donc j'ai fait simplement un statement, ici un connection.createStatement, et donc ça me renvoie mon statement. Je demande à ce statement d'exécuter ma requête, ça me renvoie le result set. Que ce soit le statement ou que ce soit le result set, ils ont tous les deux été pris en charge aussi via un try with resources. N'oubliez pas, par défaut, vous êtes positionné sur le premier élément. Donc, sur le taquet qui précède le premier élément. Donc j'ai fait un next qui me permet de me déplacer sur le premier. À partir de là, j'ai préparé ici un booléen qui me permettra de sortir de cette boucle. Et cette boucle va me permettre de faire des saisies à partir du clavier.
Je vais saisir des commandes. Notez que préalablement, j'affiche la donnée pour l'enregistrement en cours, celui qui est ciblé par le curseur. Donc, pour pouvoir récupérer les données de l'enregistrement en cours, sur le result.set, je vais faire soit des getInt, soit des getString. Alors, il y a d'autres méthodes qui pourraient être utilisées pour extraire des données du result.set. GetDouble, getFloat, et ainsi de suite. Mais disons que nous, dans notre cas concret, nous avons que 4 colonnes, dont 2 colonnes de type string et 2 colonnes de type entier. Donc, ces 2 méthodes me suffiront. Pour la liste exhaustive de toutes les autres méthodes, regardez, vous pouvez faire un CTRL espace ici, puis vous voyez, il y a pas mal d'autres possibilités. Très bien. À partir de là, quand vous allez chercher à récupérer la valeur à une position donnée pour l'enregistrement en cours, vous avez 2 possibilités. Soit on spécifie un entier, soit on spécifie le nom de la colonne à laquelle vous voulez accéder. Vous ferez comme vous le préférez. Je pense que utiliser des entiers sera néanmoins plus rapide parce qu'il n'aura pas à faire des comparaisons de chaînes de caractères. Par contre, en termes de lisibilité, ce n'est pas forcément clair de comprendre que la colonne 2, c'est le login. Si vous utilisez des noms, je pense que le code sera plus maintenable et plus compréhensible. Donc moi, j'ai plutôt tendance à utiliser cette manière de faire. Notez aussi, il y a un petit point de détail là si vous utilisez des indices numériques. Contrairement à toutes les autres librairies classiques en Java, les indices ici des colonnes commencent non pas à 0, mais à 1. Donc j'ai 4 colonnes de 1 à 4. Attention, je sais que moi personnellement, je me plante assez souvent à ce sujet, sur ce sujet-là, et je mets ici souvent 0 comme première valeur de colonne, valeur de première colonne. Très bien. Donc ici, on récupère donc la valeur de l'enregistrement en cours. Regardez, je m'arrête là, je démarre le programme. Et donc effectivement, on est bien sur notre premier enregistrement. Donc c'est Anderson Neo, il s'est connecté 0 fois. Très bien. Donc comme je vous le disais, on va saisir une commande. Et notez, pour le moment, je supporte 4 commandes plus un exit qui me permettra de quitter l'application. Et pour chacune de ces commandes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'une des 4 méthodes que je vous ai présentées il y a quelques minutes sur la diapositive. Donc effectivement, on a first, previous, next et last. Regardez, je me place ici, je fais un next. Bon, à partir de là, maintenant, nous sommes positionnés sur Luke Skywalker. Très bien, c'est bien notre deuxième élément. Parfait. Alors regardez, je vais revenir au niveau de mon navigateur et j'ai préparé ici directement une page ouverte sur la Javadoc pour la version 6 de Java. Très bien. Je suis allé dans java.sql et ce qui m'intéresse, c'est surtout mon objet, mon type connexion. Sur mon type connexion, nous pouvons faire un create statement. Notez, ce create statement, c'est bien lui que j'ai utilisé à ce niveau-là pour obtenir le statement. Et on est d'accord, le statement, c'est lui qui va me permettre de récupérer le result.set. Ce qui est un peu surprenant, c'est que je vais fixer des informations relatives au result.set, mais sur l'objet de statement. C'est-à-dire que ici, au niveau de ce create statement, je peux lui passer des paramètres. Regardez, nous avons effectivement une autre signature. Alors, ce qui se passe, c'est que par défaut, quand je vais créer mon statement, je lui dis que ce statement, il est prévu pour pouvoir être de type il va permettre d'acquérir un result.set qui sera de type forward only. Donc ça veut dire que je ne pourrai faire que des next. Attention, si vous êtes de type forward only et que vous essayez de faire un previous, ça déclenchera la plupart du temps une exception. Alors je dis la plupart du temps parce que certains drivers outrepassent cette règle normale et donc permettent malgré tout de faire du back même si on est censé être forward only. Bon, c'est pas une bonne chose, normalement on devrait respecter le standard JDBC. Et notez aussi qu'on a un deuxième paramètre qui par défaut est concur read only, ce qui veut dire que le result.set ne permet que de lire des données. Nous verrons un petit peu plus tard que via le result.set, on peut aussi faire des modifications en base de données. Je reviens sur ça dans quelques minutes. Pour le moment, je vais surtout me focaliser sur ce premier paramètre. Et donc, grâce au deuxième create statement, je peux fixer ici le type de result.set que je vais à terme devoir produire. Vous avez ici l'ensemble des valeurs autorisées. Regardez, je reviens au niveau de ce code, et donc sur mon create statement, je fais un result.set, point, et là,
premier paramètre, j'ai 3 valeurs possibles. Je peux être soit de type forward only, c'est la valeur par défaut. Je peux être de type scroll insensitive. Alors le insensitive est intéressant parce que ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va avancer dans la progression du Result Set, quand il devra rapatrier des données à partir de la base, il le fera par page, par bloc. Mais ça veut dire qu'une fois qu'un bloc de X entrées a été remonté dans le programme Java, si jamais le contenu en base change, moi je ne vais pas forcément le constater au niveau de l'application Java. Mais au moins, c'est un petit peu plus efficace, on a la pagination. Si vous choisissez un type scroll sensitive, en gros, on veut être sensible aux modifications qui sont faites directement en base, et donc il n'y a plus de pagination. Chaque next ou chaque previous se resynchronisera avec la base de données. Bon, pour des histoires de performance, là, allez, je vais envisager faire un type scroll insensitive. Et puis, deuxième paramètre, c'est est-ce que mon result set pourra permettre la modification ou non. Et donc, pour le moment, on va dire qu'il est read-only, ce qui est la valeur par défaut. Donc ça, c'est la valeur que j'avais jusqu'à présent. Par contre, je viens de changer ici un type scroll insensitive. J'arrête l'application, je redémarre le programme. Bon, maintenant, a priori, j'autorise les 4 autres commandes. Donc si je fais un next, on est bien sur Skywalker. Je refais un next, on est encore sur Plisken, Snake. On a avancé. Si je fais un previous, eh bien on est revenu sur Skywalker. Notez une petite chose. Je reviens ici et là je vais faire un update. T-users, set connection number égale connection number plus 1 where id user égale 1. Notez, je veux juste changer pour le premier user son connection number, je veux le passer à 1. Maintenant, Anderson Neo, il a une connexion a priori en base. Là, je tape un previous pour revenir encore d'un cran, et donc quitter Luke Skywalker pour arriver sur Anderson Neo. Je fais entrer. Notez que là, je n'ai pas pris acte de la modification. C'est normal, je suis en type scroll insensitive. Il a chargé les données par bloc. Mon programme Java, même si j'ai fait des previews ici, ne s'est jamais resynchronisé avec la base et donc n'affiche pas les modifications qui ont été néanmoins engagées en base de données. Donc attention à ce petit point de détail. Bon, à partir de là, je fais un exit, mon programme s'arrête. Très bien. Regardez, je vais rajouter ici un nouveau bloc. Je vais faire un case update. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur un result set, on peut aussi faire des modifications. Là, je vais faire un update string. La string, je veux modifier. Alors là, il n'y a pas le choix, notez, je n'ai pas de surcharge, je suis obligé de travailler avec les indices. Donc je vais changer 2, à savoir le login. Qu'est-ce que je vais y mettre comme valeur? Sur le result set, je vais récupérer un getString à la position 2. C'est le login courant. Et ce login, je vais le mettre en uppercase. Je vais faire la même chose sur la colonne 3, à savoir le password, que je vais lui aussi mettre en majuscule. Et je vais finir en faisant un resultSet.update int. Donc je veux modifier un entier, à savoir la 4e valeur, le connection number, et il sera égal à quoi? À la valeur courante. Auquel je rajoute 1. Donc a priori, j'ai fait des modifications au niveau du result set. Je relance mon programme. Update. Et là, nous avons une exception. Il nous dit que le result set, il est not updatable. C'est normal. Tout à l'heure, nous avons créé un result set à partir du statement, en précisant qu'on voulait obtenir un result set de type concur read-only. À partir de là, je vais modifier donc ce paramètre et je vais maintenant passer en updatable.
Le programme s'est arrêté, parfait. J'arrête toutes les instances parce que j'avais oublié de terminer certains process. Voilà, et je relance mon application. Update. A priori, l'update a été fait. Par contre, là, il faut comprendre une chose. Le résultat 7, d'une certaine manière, est un petit peu transactionnel. Tant qu'on n'a pas fini la modification en disant « c'est bon, je valide, j'applique », eh bien, les get continuent à renvoyer les valeurs précédentes. Notez que là, on n'a pas changé. Il n'y a pas de majuscule et on n'est pas passé à 2. Et notez qu'aucun ordre est allé en base de données. Si je refais un select étoile from t-users, nous avons encore effectivement les anciennes données. C'est normal. Si vous lisez bien les specs au niveau d'un résultat 7, il est dit, une fois que vous avez fini de faire des modifications sur l'enregistrement en cours, pour que les modifications soient actées et pour qu'un ordre SQL de mise à jour soit envoyé à la base, il faut faire un result7.update row. Tant que vous n'avez pas exécuté le update row, vos modifications ne seront pas actives. Donc n'oubliez pas cette petite ligne. Regardez, j'arrête mon programme, je relance et je refais le test, un update. Cette fois-ci, notez bien que là, tout est passé en majuscule. On a bien le connection number qui est passé à 2. Je vais en base de données, je rejoue un select étoile from t-users. La modification a bien prise. Je fais un next. Je refais un next. Je suis arrivé sur Monsieur Snake Plissken. Je fais un update. A priori, la modification a été engagée. Et donc, effectivement, on la retrouve en base de données. Donc voilà qui présente les principales possibilités du résultat 7. Donc je voulais bien insister sur le fait que, par défaut, il ne permet que d'avancer. Vous pouvez néanmoins activer la possibilité de naviguer en avançant et en reculant via les méthodes first, previous, next et last, en changeant le type de résultat 7. Ce type de résultat 7 peut être configuré pour dire soit on tient compte des modifications en base de données ou non, et donc soit il paginera ou il ne paginera pas en fonction du choix que vous aurez fait. Le deuxième paramètre important, c'est est-ce que le résultat 7 est là que pour récupérer les données sélectionnées en base ou est-ce qu'il est aussi utilisé pour faire une mise à jour de vos données, et donc c'est ce que nous avons fait au niveau de notre update. Et donc notez que ici, sans avoir tapé aucun ordre SQL de type update, on a néanmoins réussi à faire des modifications en base de données. Voilà. Bon, j'espère que ces quelques explications vous seront utiles, et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Pour information, nous parlerons des métadonnées qui sont contenues dans les résultats 7. Merci de votre attention.